Bon samedi à tous. Bienvenue à la session. Il y a trois présentateurs aujourd'hui. Donc, on va voir Julien Riel Salvatore, Marie-Michel Dionne et Nicolas Cadieux que je vais vous présenter en temps. Puis, juste avant qu'on entame, je suis ici en tant que représentante de l'Association des étudiants et étudiantes de deuxième et troisième cycle en sciences historiques de l'Université Laval, donc Artefact de nom plus court. L'association, en fait, regroupe tous les étudiants de deuxième et troisième cycle au cycle supérieur à l'Université Laval dans les programmes de sciences historiques, ce qui veut dire histoire de l'art, archivistique, archéologie, histoire, patrimoine, puis ethnologie. Donc, c'est les 6 programmes qu'on représente. Je suis moi-même archéologue, donc je vous souhaite la bienvenue, puis Artefact vous remercie de nous avoir contactés, en fait, là, pour participer au colloque. C'est beau. Donc, sans plus attendre, Julien est professeur titulaire à la Faculté des arts et des sciences au département d'anthropologie de l'Université de Montréal. Ses intérêts en archéologie sont principalement préhistoriques, puis portent sur l'interface humain-environnement lors des principales transitions de l'histoire de l'espèce. Puis, plus précisément, notamment, la transition du paléolithique moyen au paléolithique supérieur et le passage vers l'agriculture, donc la révolution néolithique. Il se penche tout particulièrement sur l'impact des humains sur leur environnement au cours des moments clés de l'histoire, puis l'influence des facteurs climatiques sur l'évolution des stratégies comportementales humaines, ce qui est tout à fait pertinent à l'ère à laquelle on appartient nous-mêmes. Donc, les phénomènes sont étudiés notamment par au moyen de travaux de terrain en Italie, dans le nord, en Ligurie, et par la modélisation expérimentale. Donc, peut-être que Nicolas va avoir des choses à rajouter là-dessus. Sur le plan théorique, il aborde beaucoup des questions là, avec une perspective ancrée dans la théorie de construction de niches et de l'écologie comportementale humaine. Et la plupart de ces projets en cours sont à Riparo Bombrini en Italie, donc une grotte, Arma Verena et également en Iran. C'est un site néolithique à céramique de Ganj Dareh. Puis un dernier site en Italie également qui est Santa River Valley Survey. Donc voilà pour le CV court de M. Julien qui va vous présenter ses recherches incessamment. Julien, la parole est à vous. Merci beaucoup pour cette introduction, Laurence. C'est bien aimable. Merci aussi à M. Vadnet pour l'invitation à participer à ce colloque. Aujourd'hui, étant donné que c'est des nouvelles perspectives, je vais parler d'un sujet qui a très peu à voir avec mes recherches de terrain. Je vais parler de pseudo-archéologie. Donc, ma présentation aujourd'hui s'intitule Que tombent les masques, épistémologie, méthode scientifique et pseudo-archéologie. C'est donc un sujet qui est un peu secondaire par rapport à mes intérêts habituels qui, comme l'a indiqué Mme Ferland tout à l'heure, se concentrent plus sur les interactions humain-environnement sur le très long terme. Cependant, la pseudo-archéologie, son enseignement et sa compréhension sont un sujet qui m'intéresse depuis de nombreuses années et sur lequel j'ai commencé il y a 2 ans maintenant, en pleine pandémie, à donner un cours à l'Université de Montréal. Et donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un peu quelques leçons tirées de cette expérience-là et voir comment on peut essayer de démêler certains des éléments caractéristiques de la pseudo-archéologie pour lier tout ça à une meilleure compréhension de comment on voudrait enseigner l'archéologie en tant que discipline scientifique dans le sens large du terme. Et donc, les objectifs de ma présentation aujourd'hui sont de vraiment souligner la différence entre les approches scientifiques et pseudo-scientifiques pour comprendre le passé. Ensuite, parler de comment les archéologues utilisent ces données pour étudier le passé et développer ces questions de recherche qui nous motivent et les hypothèses de travail qui les sous-tendent. Donc, en gros, explorer comment on sait ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Et finalement, comment évaluer les preuves utilisées pour appuyer des interprétations archéologiques et historiques, incluant des affirmations fantastiques, romantiques, qui est une façon différente de nommer le phénomène pseudo-archéologique. Donc, l'archéologie, en gros, je pense pas vraiment l'apprendre à qui que ce soit, mais simplement pour faire un peu un rappel et me fournir un point de départ, étudier les sociétés humaines à travers leur culture matérielle. On s'efforce de comprendre les processus et les trajectoires de changement culturels dans le passé et dans le présent à travers cette dimension qui est la culture matérielle. L'originalité de l'archéologie est vraiment de pouvoir observer ou s'attaquer à ces questions en prenant une perspective diachronique, donc à travers le temps, et souvent sur le long terme. Bien qu'on pense à l'archéologie comme une discipline axée sur la découverte, la mise au jour d'un registre
disons, ensevelis ou dissimulés de différentes façons. Une facette importante aussi de la discipline est de protéger, conserver les sites archéologiques et les biens patrimoniaux plus généralement. Et quelque chose qui est un peu au centre de mon intervention aujourd'hui, de divulguer et vulgariser les résultats de la recherche archéologique. De fouiller un site archéologique, c'est bien beau, mais sans un rayonnement de ces informations-là, on n'est pas bien avancé non plus. Et finalement, en termes de sa crédibilité pour fournir des interprétations robustes sur le passé humain, la notion de contexte est fondamentale et c'est un peu ce sur quoi je vais me pencher dans les prochaines diapositives. Donc, on a souvent dans l'imaginaire populaire tendance à associer l'archéologie à des personnages comme Lara Croft, Indiana Jones ou des films comme The Mummy. Il y a aussi la tendance à, disons, confondre archéologie et paléontologie. Évidemment, on s'entend que ce n'est pas tout à fait ça. L'archéologie, au jour d'aujourd'hui, comme on la voit diffusée dans les grands médias, est souvent plutôt colportée par des émissions comme Nos ancêtres les extraterrestres ou des livres comme Les empreintes des dieux, publiés par des chercheurs comme Graham Hancock ou différents chercheurs ou différents auteurs, je devrais plutôt dire, comme Eric von Däniken. Et c'est un peu en réaction à cette popularité de ces scénarios, disons, alternatifs sur l'archéologie que vient l'impulsion d'un cours comme celui que j'enseigne à l'Université de Montréal depuis 2020 et la présentation d'aujourd'hui. On pense souvent, ou on se fait souvent dire que, bon, à la fin, c'est du divertissement inoffensif, mais dans bien des cas, c'est le premier contact qu'un grand public va avoir avec l'archéologie. Pour moi aussi, en fait, mon premier contact avec le passé lointain a été Le Matin des magiciens de Jean-François Berrière. Et c'est un peu en me déprogrammant de certaines de ces idées-là que j'en suis venu à faire de l'archéologie. Il y a d'autres dimensions de mon histoire d'origine, mais c'est un peu secondaire aujourd'hui. Donc, on pense souvent à l'archéologie, disons, romantique, ou la pseudo-archéologie comme étant quelque chose de relativement périphérique ou marginal ou inoffensif, mais le fer de lance de la pseudo-archéologie aujourd'hui est intimement imbriqué dans certaines moutures de différents mouvements complotistes aussi. Et lorsqu'on pense par exemple à l'insurrection qui a eu lieu au Capitole américain au début de cette année, lorsqu'on s'attarde à certains des personnages, l'iconographie qui les décore, certains des symboles qu'ils utilisaient, qui ornaient leur habillement, on se rend compte qu'il y a des liens relativement directs entre certaines croyances pseudo-scientifiques et pseudo-historiques et pseudo-archéologiques et certaines des idées qui motivent beaucoup de ces gens-là. Et on peut repousser tout ça jusqu'à certaines des idées comme celle du mythe des Mound Builders aux États-Unis, où pendant longtemps, en particulier au moment où les populations d'origine européenne s'étendaient sur le continent nord-américain, on refusait de reconnaître aux Premières Nations la capacité de créer certains des monuments que rencontraient les colons au fur et à mesure qu'ils progressaient vers l'ouest. Et donc, le mythe des Mound Builders est un bon exemple de ça. On a attribué à peu près toutes les populations imaginables, ces tertres surdimensionnés qu'on rencontrait, à peu près toutes les populations, sauf les Premières Nations. Et ça faisait partie d'un discours qui s'imbriquait ensuite dans l'idée nationaliste de l'origine américaine qui consentait aux populations d'origine européenne une permission de s'étendre sur ces terres-là qui étaient occupées par des gens qui n'étaient pas les occupants originaires. Dans cette perspective-là, on s'entend. Évidemment, l'archéologie a révélé que la réalité est tout autre et c'est ce contraste ici qui anime un peu ma présentation d'aujourd'hui. Donc, j'ai parlé du fait que l'archéologie s'attaque à l'étude de la culture matérielle. La culture matérielle est tout cet éventail de restes qui est produit par l'agentivité humaine, que ce soit intentionnellement ou non intentionnellement. Ça passe d'un objet qu'on manipule à une modification territoriale à grande échelle, mais
Ce sur quoi je vais vraiment mettre l'emphase aujourd'hui, c'est vraiment cette notion de contexte, donc cette variable situationnelle qui est fondamentale pour pouvoir associer les objets entre eux, associer certaines observations qu'on fait à des moments particuliers et précis de notre passé, et finalement d'associer ces choses-là de façon crédible et compréhensible. Okay? Et donc, c'est aussi l'ensemble de ces données et de leurs relations qui forment un peu la clé de voûte de l'interprétation archéologique. Et comme je l'indiquerai un peu plus tard, c'est un peu cette clé de voûte qui manque dans une grande partie des interprétations pseudo-archéologiques. Et ici, c'est un exemple qu'on fournit. On le voit souvent dans certaines émissions qui passent à Historia, par exemple. On a une image ici d'une sigle où on aurait des objets qui pourraient être un hélicoptère et des aéronefs, alors que lorsqu'on s'attarde ou qui sont interprétés de cette façon-là pour soutenir la présence de technologies très avancées dans le passé, alors que lorsqu'on prend le temps de s'arrêter et de vraiment se pencher sur le contexte et, disons, la fabrication et refabrication de cette sigle-là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une superposition entre deux périodes et beaucoup des motifs qui sont interprétés comme la finalité de cette représentation-là sont en fait le fruit d'une accumulation d'un palimpseste où divers éléments sont, disons, associés à travers le temps pour former ces motifs qui, au final, n'ont rien à voir avec des aéronefs, des hélicoptères ou des vaisseaux spatiaux. Et donc ici, la notion de contexte, la notion de diachronisme, la notion de comprendre aussi comment ces inscriptions étaient confectionnées et remanipulées à travers le temps est fondamentale pour bien saisir l'exemple en question. Et c'est vraiment un exercice assez facile de déboulonner les interprétations qui ne se fient que sur une lecture très superficielle, littéralement, de ce phénomène-là ici. Donc, en gros, ça nous ramène à la notion de contexte. Et j'aime beaucoup illustrer aux grandes dames de mes étudiants mes cours avec des mimes, et donc vous souffrerez un peu de cette tendance présentement. Mais on a souvent des messages, disons, encourageants par rapport à la nature humaine ici qui disent qu'il faut pouvoir concilier différentes perspectives sur un même phénomène. Et donc, ici, on a un 6 ou un 9 qui est la cause de la zizanie de ces deux personnages de l'Internet qui se chicanent ici. Et donc, ça invite à la conciliation, ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose. Sauf que d'un point de vue scientifique et d'une compréhension d'un phénomène objectif dans le monde externe, il doit y avoir un phénomène réel auquel sont confrontées ces deux personnes-là. Il doit donc y avoir une interprétation qui a plus d'allure que l'autre. Et donc, l'idée ici, c'est de pouvoir contextualiser ou de trouver les informations qui nous permettent de contextualiser ces choses-là pour qu'on puisse ensemble ensuite s'entendre sur quelle est l'interprétation juste du phénomène qu'on observe. Donc, pas se limiter au fait qu'on peut observer différemment un phénomène, mais ensuite travailler ensemble pour définir quelles sont les bases interprétatives de ces phénomènes-là pour qu'on puisse justement dire quelque chose de concret sur le phénomène d'intérêt. Et ça devient intéressant ici lorsqu'on se penche sur les systèmes de croyances actuels en Amérique du Nord. Et ici, ce sont les résultats d'un sondage sur les croyances paranormales effectué aux États-Unis par l'Université Chapman, le département de sociologie en particulier. C'est les résultats de 2018 ici, de ce sondage-là qu'ils ont fait sur plusieurs années, qui indiquent le taux de croyance dans différents types de croyances paranormales chez les étudiants ou dans la population américaine plus largement. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une forte croyance, près de 2/3 des gens sondés aux États-Unis qui croient à l'existence de civilisations ancestrales comme l'Atlantide, par exemple. Et peut-être un peu plus troublant, le fait que les extraterrestres auraient visité et contribué à l'histoire humaine dans un passé ancien. Ici, on parle de 2 personnes sur 5 qui adoptent ces croyances-là, qui, d'un point de vue archéologique, restent à être démontrées pour être charitables. Okay? Et ce qui est intéressant ici, c'est que
On pourrait penser que c'est anecdotal et que c'est limité à la situation particulière des États-Unis, mais une chose que je me plais à faire dans le cadre de mon cours, c'est de sonder les étudiants au début de chaque session. Et lorsqu'on fait ça, cet exercice se révèle assez instructif parce que ce qu'on voit ici, les étudiants de l'Université de Montréal dans mon cours sont représentés par cette ligne de tendance en rouge, c'est que ça se calque assez fidèlement, en fait, à l'ensemble des croyances aux États-Unis. Une autre tendance qui est intéressante ici, c'est de voir que selon le sondage Chapman, il y a une croissance dans les croyances paranormales de la population américaine au fil des années. Et évidemment, ici, on parle seulement que de 3 années, de 2016 à 2018, mais on voit que ces tendances-là sont assez fortement ancrées et augmentent un peu à travers le temps, ce qui laisse penser que peut-être qu'il y a encore un travail à faire de la part de la communauté archéologique pour mieux expliquer ce qu'on fait et comment on en arrive à nos conclusions et communiquer ça à un public qui a soif de mieux comprendre notre passé commun et qui est mal servi, en fait, par la programmation qui est disponible, que ce soit sur les chaînes à grande diffusion ou l'Internet. Et c'est un peu ici, disons, l'impulsion principale vers certains de ces efforts que je développe depuis quelques années pour, disons, déplacer un peu l'aiguille de l'enseignement dans mon département dans ce sens-là. Et oui, donc c'est un peu, comme je le disais, le point de départ ici. Okay? Donc, ça nous force à prendre un peu de recul pour pouvoir expliquer ce qui différencie une approche à proprement parler scientifique d'une approche plus généralement intéressée par le passé, mais pas fondée sur une perspective robuste et reproductible. Donc, la science est définie par 6 caractéristiques principales. Elle est empirique, systématique, explicite, logique, autocritique et ouverte. Vous voyez ici les définitions de ces différents éléments-là, mais en gros, empirique, signifiant qu'elle est basée sur des données obtenues grâce à des observations formelles sur le monde naturel ou des expériences. Systématique, dans le sens qu'elle se déroule selon des principes fixes, prédéterminés et reproductibles. Explicite, dans le sens qu'on décrit de façon claire et compréhensible le processus qui nous permet de passer d'une observation à l'interprétation. Logique, dans le sens qu'elle suit les règles d'une argumentation formelle. Autocritique, dans le sens qu'elle va ensuite proposer des idées qui devraient être testées et réévaluées au fur et à mesure que de nouvelles données ou observations sont obtenues. Et finalement, ouverte, dans le sens que les données et les résultats scientifiques doivent être disponibles pour permettre une évaluation externe et publique de ces interprétations qu'on fournit à nos pairs, mais aussi au public plus largement. Okay? Et c'est donc, disons, un agenda assez imposant, mais qui, à mes yeux, est fondamental pour qu'on puisse centrer l'archéologie, à proprement parler, au centre de ces discussions-là qu'on a sur notre passé. Et pour situer ces caractéristiques de la science, il faut aussi comprendre qu'épistémologiquement, la science procède selon une série d'idées qui sous-tendent la pratique en général. Et ces prémices-là sont qu'il existe un univers véritable, tangible, concret, qu'on peut saisir à travers les observations que nous fournit le corps humain et les différents instruments qu'on développe. Ensuite, l'univers, cet univers tangible et réel fonctionne selon des règles qui sont logiques et compréhensibles. Ces règles de fonctionnement du monde extérieur sont immuables et elles sont aussi découvrables à travers un protocole expérimental scientifique. Okay? Donc, sans ces prémices épistémologiques-là, on n'a pas vraiment la capacité de développer une approche scientifique à proprement parler et rigoureuse. Et ça fait en sorte que la notion de la démarche scientifique ou l'approche scientifique est vraiment fondamentale. Et on en parle un peu, évidemment, au secondaire, au cégep et à l'université, mais surtout dans les sciences sociales et les sciences humaines, je pense qu'on a tendance à peut-être balayer du revers de la main cette approche-là, qui est pourtant fondamentale à comment on en arrive
à établir comment on comprend le passé humain. Et donc ici, c'est simplement de souligner que c'est un processus un peu récursif et en constante évolution. On passe d'observations qui vont nous permettre de formuler des questions sur le monde réel, qu'on va ensuite tester à l'aide d'hypothèses qu'on va avoir développées en se basant sur ces questions et ces observations-là. On doit être en mesure de tester ces hypothèses d'une façon ou d'une autre en déduisant des prédictions qui vont être testables. À partir du moment où les interprétations ou les hypothèses, ne peuvent pas être testées, on est en dehors du monde de la science. On va chercher donc des données pour tester ces hypothèses, raffiner au besoin, revoir ou même rejeter ces hypothèses. Et ça, c'est important de le souligner. Les hypothèses sont des hypothèses de travail plutôt que des faits immuables dans l'histoire de la science et éventuellement viser à développer des théories générales sur le fonctionnement du monde. Maintenant, en sciences humaines et en sciences sociales, c'est difficile de développer des théories générales, mais ça n'en reste pas moins un idéal auquel on devrait correspondre. Finalement, il y a aussi une différence importante entre la méthode scientifique normale que vous voyez ici à droite et la méthode, et là ici ça provient d'Internet, c'est pas moi qui ai utilisé charlatan, je pense pas que c'est nécessairement particulièrement productif d'utiliser cette terminologie-là, mais l'idée de base reste valide ici. Okay? En gros, la différence fondamentale entre la science et la pseudoscience, c'est que la pseudoscience va partir, règle générale, d'une conclusion qu'elle va chercher à appuyer à l'aide de données qu'on va prendre à gauche et à droite, plutôt que de développer un cadre d'études qui va nous fournir un ensemble de données, l'ensemble desquelles va être celui qui nous permet d'évaluer si oui ou non ces interprétations-là sont concluantes. Donc, la notion de réfutabilité et de reproductibilité est absolument essentielle pour asseoir une interprétation scientifique. Si on ne peut pas falsifier une hypothèse, elle est de facto non scientifique et donc ne correspond pas vraiment à ce qu'on devrait comprendre comme archéologie, si on parle d'archéologie d'une perspective scientifique. Okay? Afin d'établir le bien fondé d'un résultat scientifique, un autre scientifique, une autre scientifique ou un autre groupe de scientifiques devrait être en mesure d'arriver à la même conclusion en analysant les mêmes données de la même manière. Et les mêmes méthodes devraient livrer des résultats comparables, convergents, pour, disons, mieux situer ou rendre plus convaincante une interprétation plutôt qu'une autre. Donc, ces notions de réfutabilité, de reproductibilité, de transparence sont vraiment fondamentales ici. Et en termes d'interprétation archéologique, la notion du rasoir d'Occam, donc le principe d'économie d'hypothèse, le principe de parcimonie est vraiment fondamental. Ce n'est pas parce qu'il y a des hypothèses qui sont possibles qu'on doit nécessairement les accepter. Il y a une différence énorme, un fossé qui sépare le probable du possible. Tout est possible dans le passé. On ne va jamais avoir une vision complète de ce qui s'est passé. Ce qu'il faut, c'est se rendre à l'évidence qu'on propose des interprétations qui sont plus ou moins crédibles selon les paramètres qu'on s'est fixés pour les comprendre et aussi obtenir les données qu'on essaie de recruter pour appuyer ces interprétations-là. Et donc, ici, je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre, cette notion de parcimonie et cette différence entre probable et possible qui est vraiment fondamentale. Et ça ouvre aussi une fenêtre très intéressante à mes yeux pour discourir avec le monde de l'archéologie alternative parce qu'on peut développer des hypothèses à partir d'interprétations pseudo-archéologiques. Je veux dire, c'est concevable qu'il y ait eu des races de géants qui aient contribué à l'invention des pyramides, par exemple. Sauf que les hypothèses qui soutiennent ou qui sous-tendent cette perspective-là sont très, très difficiles à démontrer. Et donc ici, ça nous fournit, comme je le disais, une première interface pour dialoguer de façon, je pense, productive avec des gens qui peuvent avoir des perspectives moins que solides sur l'entreprise archéologique en tant que champ d'études scientifique. La pseudoscience se caractérise ou se distingue de la science en tant que telle en utilisant souvent le langage de la science sans en employer la méthode. Et ça, je pense que c'est, encore une fois, un élément qui est important de saisir. On peut très bien dire, OK, vous croyez telle chose, nous, en tant qu'archéologues,
on en arrive à une autre conclusion, mais évidemment, on procède selon des cheminements interprétatifs différents. Et encore une fois, je pense que de souligner ça, plutôt que de simplement dire catégoriquement « vous avez tort », ça permet de faire venir des interlocuteurs de notre côté éventuellement. Une autre chose qui caractérise la pseudoscience, c'est que souvent, on va sélectionner des données afin de développer ce qu'on appelle des just so stories en anglais ou des histoires comme ça, plutôt que de développer une structure de recherche fondée sur la testabilité d'hypothèses de travail. Okay? On va souvent aussi donner une place prépondérante à l'opinion, l'intuition, les sentiments, plutôt que de mettre l'emphase sur des raisonnements d'ordre scientifique et ou logique. Okay? Donc, souvent, on va préconiser en pseudosciences des interprétations simples pour des phénomènes complexes, mais qui sont incorrects, plutôt que de s'attarder à expliciter quelle est la complexité du phénomène d'intérêt. De la même façon, comme je l'ai mentionné, la sélection des données est une caractéristique définissante de la pseudoscience versus la science, de la pseudo-archéologie versus l'archéologie. Donc, on va prendre 2 ou 3 pyramides distribuées aux 4 coins du globe pour, enfin 4 pyramides distribuées aux 4 coins du globe pour prétendre qu'il y a un lien direct entre celles-là sans s'attarder au fait que le reste des données, leur chronologie, l'histoire culturelle dans lesquelles ces pyramides-là s'inscrivent, sont beaucoup plus fournies que ce que nous suggérerait juste ces observations décontextualisées. Ignorer les données contraires est un autre problème. Et ensuite, confondre la corrélation et la causalité est un autre problème fondamental. Ce n'est pas parce que 2 choses se produisent en même temps qu'elles sont nécessairement liées d'une façon causale. Finalement, dans un discours pseudo-scientifique, il y a aussi cette tendance à transférer la charge de la preuve. Donc, dire que, à moins de démontrer qu'on a tort, notre hypothèse est complètement équivalente à n'importe quelle autre hypothèse scientifique. Encore une fois, en faisant référence à la démarche scientifique que j'ai présentée un peu plus tôt, je pense qu'il faut comprendre que ce n'est pas toutes les hypothèses qui sont égales d'un point de vue scientifique, de par le fait qu'elles ne sont pas toutes testables de la même façon, ou de par le fait que les interprétations qu'on va fournir ne sont pas toutes aussi parcimonieuses les unes que les autres. Et encore une fois, je pense que c'est de développer ce vocabulaire-là et de l'ancrer dans la conception populaire de comment on en arrive à nos interprétations archéologiques, qui est vraiment fondamental et un devoir de l'archéologie en tant que discipline. Parce qu'on a souvent tendance à s'extraire de ces débats-là, de les considérer comme absolument marginaux, alors qu'en fait, ils prennent une place énorme dans l'exposition populaire à la compréhension du passé. Finalement, on va aussi présenter, dans une perspective pseudo-scientifique, des affirmations, des conclusions extraordinaires, sans nécessairement avoir à l'appui des preuves aussi extraordinaires qui seraient nécessaires pour appuyer tout ça. Donc, on va se baser souvent sur des ressemblances superficielles, sur des coïncidences, disons, de premier ordre, sans s'attarder au contexte. Et l'image que vous voyez ici à droite est un bon exemple de cette tendance-là, où on va prendre des objets qui, à prime abord, sont semblables, sans nécessairement situer ces objets-là dans leur cadre chronologique et leur contexte. Okay? Et là, je m'éternise, je me rends compte que je m'en viens vers la fin de ma présentation, donc je vais passer un peu rapidement à travers le reste de ma présentation. Mais il y a d'autres ici éléments de la démarche pseudo-scientifique qui freinent souvent le dialogue avec une perspective plus largement scientifique, qui va freiner justement ce dialogue qui est nécessaire dans une perspective scientifique. Il y a aussi cette suspicion face à la science avec un S majuscule et le monde académique plus généralement, qui crée une situation paradoxale où les tenants d'une perspective pseudo-archéologique vont se présenter comme étant persécutés ou marginaux, alors que, comme je l'ai indiqué un peu plus tôt, c'est souvent eux qui ont le beau jeu dans l'imaginaire populaire par rapport à ces choses-là. Et ici, on en revient un peu aussi au titre de ma présentation, Que tombent les masques, qui est une référence un peu ironique à un album iconique du groupe punk Banlieue Rouge, où
justement, on prétend que l'archéologie mainstream est ce monde qui écrase les hérétiques, alors que l'archéologie mainstream se retrouve à défendre un peu son fief face à cet assaut de perspectives pseudo-scientifiques moins bien ancrées dans une réalité empirique tangible et crédible. Okay? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la pseudo-archéologie, c'est vraiment un gros monde économique. C'est vraiment du big business, dans le sens que ces documentaires, ces livres se vendent à des millions d'exemplaires, sont vus par des millions de personnes. Vous avez juste à contraster sur YouTube le nombre de vues qu'un commentaire archéologique normal va avoir versus une perspective très inductive, très intuitive de ce que une pile de roche peut représenter dans la forêt au Québec, par exemple, et vous verrez qu'il y a un monde de différence en termes de l'exposition, de la diffusion de ces idées-là. Okay? Finalement, cette hostilité face à l'autocritique, à la révision par les pairs, d'avoir cette tendance de voir n'importe quelle critique dans notre perspective comme étant une attaque face à l'idée plutôt qu'une démarche ou un élément normal d'une approche scientifique est une autre chose qui caractérise une approche pseudo-archéologique d'une approche archéologique. Tout le monde ici qui a essayé de publier un article ou un abstract dans une conférence sait de quoi je parle. Il y a énormément d'autocritique au sein du monde archéologique plus général. Okay? Et ici, c'est simplement pour revenir à cette idée que ce n'est pas parce que quelque chose est possible que c'est probable. Et donc, de vraiment souligner ce fait-là, je pense que c'est fondamental pour expliquer la différence entre une approche pseudo-archéologique et une approche archéologique à bien parler. Et ensuite, ce n'est pas parce qu'il y a eu des ambiguïtés dans le registre que tout devient possible ou probable non plus. Donc, les débats, par exemple, sur la présence humaine dans les Amériques, où il y a des débats qui repoussent toujours un peu plus loin l'antiquité de la présence humaine sur les continents, ce n'est pas nécessairement pour dire que toutes les dates vont être également acceptables parce qu'il y a des disputes par rapport à certaines dates. Donc, encore une fois, il faut situer, il faut contextualiser et puis il faut expliquer les méthodes qui nous permettent de situer chronologiquement ces comportements-là. Aussi, cette tendance à recourir à des modèles désuets pour expliquer des tendances dans le passé, donc l'hyperdiffusionnisme, comme quoi que l'humanité est tellement limitée dans ses capacités de création qu'il ne peut y avoir qu'une seule place et un seul moment où une invention a été faite. Encore et encore, c'est falsifié ça parce qu'on comprend du registre archéologique et de le souligner, je pense que ça fait déphaser un peu la perspective pseudo-archéologique de celle archéologique à proprement parler. Et donc, pourquoi est-ce que la pseudo-archéologie occupe une place aussi disproportionnée? Je pense que, comme je l'ai mentionné, le gain financier est un motivateur pour certains des promoteurs de la pseudo-archéologie. La célébrité, qui est un effet secondaire un peu de cet élément-là aussi. Mais il y a aussi des motivations un peu plus sinistres dans certains cas. Le nationalisme, le racisme, la religion peuvent parfois venir colorer les lentilles qui vont disons, permettre aux gens de percevoir leur passé et ce désir d'avoir un passé plus romantique que le passé un peu prosaïque que révèle l'archéologie, je pense que c'est aussi un motivateur auquel souvent on n'a pas prêté assez d'attention. Okay? Et finalement, je vais terminer en soulignant dans le contexte de l'Halloween qui arrive demain, ce livre Spooky Archaeology par le professeur Jeb Card, qui parle de cette notion du spookiness de l'archéologie qui situe la discipline et ses chercheurs à la limite entre ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas, ce qui est passé, ce qui arrive. Donc, cette espèce d'espace flou qu'on occupe est un espace qui décontenance le public, qui décontenance parfois aussi même les archéologues et qui crée donc des zones de glissement qui peuvent être exploitées par les tenants de la pseudo-archéologie, même si la discipline elle-même est pleinement au courant de l'existence de ces zones grises-là.
OK? Et ici, c'est simplement donc pour reprendre un peu ce que je disais par rapport à mon cours, et je m'excuse, j'ai dépassé déjà mon temps, mais le cours lui-même, ce n'est pas nécessairement une apologie de la pseudo-archéologie, de la pseudo-science. En fait, ce n'est pas ça du tout, mais ce n'est pas non plus une excuse pour dénigrer quoi que ce soit. Je pense que ce qu'on doit mettre de l'avant maintenant, c'est vraiment le dialogue, comprendre ou s'efforcer de comprendre pourquoi certaines personnes croient certaines choses plutôt que d'autres, et ensuite d'établir une référence pour souligner ce qui est une donnée crédible et probante de ce qui est une intuition, une impression, etc. Et donc, sur ce, j'arrête de parler. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, ça me fait très plaisir d'y répondre. Merci.